Si mon avis est meilleur que celui de Marisco Moé ou d'Herman, eh bien on ouvre le téléphone pour vous, ce sera tout à l'heure pour ce début d'émission. Vous allez intervenir sur la situation au Sénégal. Ah oui, parlons-en. Est-ce qu'il y aura deux têtes à la présidence sénégalaise? On se pose bien la question. Quel est votre avis là-dessus? Eux, ils ont leur avis, ils sont là avec nous. Ce sont nos chroniqueurs, ils sont déjà présents. Bonsoir, mon très cher Herman. Bonsoir André. Bonsoir Barry. Bonsoir André, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. En face de vous, Marisco Moé. Bonsoir Alain, bonsoir tout le monde, bonsoir André. Daouda, déjà plongé dans ses petits papiers, il a des choses à dire ce soir. Bonsoir chez vous, bonsoir André, bonsoir Barry, bonsoir Herman, bonsoir Marisco Moé. Bonsoir mon frère. Bonsoir à tous, merci les amis. Tout de suite, ne l'oubliez pas, très chers téléspectateurs. Est-ce qu'on peut voir le téléphone là, le numéro de téléphone qui va apparaître dans pas longtemps? C'est sur ce numéro qu'il faudra appeler si vous voulez participer à cette émission. On revient justement vers une formule un peu plus participative. Pourquoi pas? On va vous entendre là-dessus. C'est dans juste un instant après ceci. Vous le savez, hein, le Sénégal va avoir son 5e président, mais cette élection s'est passée dans des conditions assez particulières. À la base, Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, aurait dû représenter donc son parti. Finalement, c'est le secrétaire général qui l'a fait, Bassirou Diomaye Faye. Eh bien, il a été élu dès le premier tour. C'est la toute première fois qu'au Sénégal, un opposant est élu directement au premier tour, et là, c'est un fait à souligner. Mais un autre fait à souligner, c'est que je vous l'ai dit, on se pose bien la question, comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura deux têtes? Qui va décider? Est-ce que ça va provoquer des bagarres? Est-ce que ce sont deux sages qui arrivent à la tête, ils sont jeunes, du pays? Eh bien, on veut entendre votre avis là-dessus. On commence déjà par nos amis ici sur ce plateau. Évidemment, je m'adresse vers vous, vous qui connaissez très bien cette situation, Barry, la situation sénégalaise. Est-ce que vous avez des craintes? Naturellement, il y a des craintes à avoir parce qu'il y a un antécédent déjà dans l'histoire politique du Sénégal. C'est la cohabitation entre le président du Conseil, Mamadou Dia, et le président Senghor, qui n'avait duré que 2 ans. Il y avait eu des désaccords entre les deux acteurs en question sur la politique économique du pays. Et la différence entre les deux, c'est que le président Senghor à l'époque et le président Dia avaient deux positions idéologiques différentes sur, par exemple, les questions de souveraineté. Là, on a deux acteurs qui ont les mêmes positions idéologiques, qui viennent du même parti. Maintenant, les Sénégalais, jusqu'à preuve du contraire, ont élu un président de la République, c'est M. Bassirou Diomaye Faye. Quelle place va-t-il donner à Ousmane Sonko dans le dispositif? C'est lui qui le sait, c'est à lui de prendre la décision. Mais je le répète, le président qui a été élu par les Sénégalais, c'est Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, dans les textes, dans le programme de gouvernement, le programme de réforme institutionnelle, le PASTEF avait prévu supprimer le poste de Premier ministre pour le remplacer par le poste de vice-président. Donc si on veut se projeter, on dira peut-être que c'est probable que Sonko hérite de la fonction de vice-président. Maintenant, est-ce que comme en 62, les relations avec la France reviendront au cœur de la lutte politique? Parce qu'on sait que le PASTEF, c'est un parti souverainiste. Ils ne l'ont pas caché. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans l'extrémisme, mais ils sont quand même dans une logique où il va falloir rediscuter un certain nombre d'accords avec la France, tel que l'accord passé entre Total et le gouvernement sénégalais sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Et il y a aussi la question de la souveraineté monétaire, même si les derniers jours de campagne, Ousmane Sonko avait relativisé ses propos disant qu'il voulait une nouvelle monnaie. Il avait dit que initialement, c'est ce qu'ils avaient prévu, mais avec tout ce qui s'est passé là, ils vont essayer d'apporter les changements internes à l'UEMOA. Alors, vous êtes en train de nous dire, parce qu'on se pose la question ce soir de leur cohabitation, politiquement, ce n'est pas le bon mot, mais en tous les cas de leur association, mais est-ce que vous êtes en train de nous soulever là les points qui pourraient engendrer des désaccords? La question de la monnaie, la question donc de la souveraineté, la question justement des leviers économiques. Vous écoutez ça avec beaucoup d'attention, Herman. Est-ce que ce sont des points sur lesquels, parce que vous avez été, vous, très constant, nous disant, écoutez, ils sont arrivés là, ils vont plutôt s'entendre bien. Est-ce que quand Barry donne ces éléments, on ne peut pas se poser des questions?
Moi déjà, je veux dire, le débat a lieu parce que quand on a écouté le ton des premiers propos dans ses habits de nouveau président de la République du Sénégal, on peut s'imaginer qu'il y a quand même un changement de ton. Enfin, une vision peut-être qui se ramollisse. Mais moi, je pense que je suis allé le revoir. Hein. C'est vrai qu'on voit Sonko comme celui qui était très ferme, très dur et autres. Mais j'ai pris quand même la peine de regarder aussi l'avant-présidence, l'avant-période de président, en tant que président de Bassirou. Et là-dessus, je crois bien qu'il y a... L'avant-période de candidat, enfin, dans ses habits de chef d'État, l'avant, il avait un certain verbe. Je pense que par moments, il était même assez dur sur les positions de souveraineté, d'engagement. Je l'ai vu même féliciter, encourager le chef d'État malien dans l'AES et encourager les leaders de l'AES. C'est pour dire que on peut tout dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il est au pied du mur, comme on aime à le dire, mais je ne crois pas en un seul instant que sa position avec celle de Sonko puisse changer. Je crois que ça sera... aujourd'hui, ils vont peut-être s'accorder sur comment implémenter tout ce projet, toute cette vision qu'ils ont mise dans leur projet de gouvernance. Très bien. En tout cas, vous n'y croyez pas. Vous pensez qu'ils vont plutôt s'entendre. On va peut-être se rediriger vers là-bas. Mais je me rends compte qu'aussi, ce sont des garçons qui sont là. Et n'oubliez pas, on n'a pas... On ne s'est pas séparé de notre seule femme qui nous permet d'illuminer ce plateau, hein, Christelle. Elle pourrait nous rejoindre d'un moment à l'autre ou bien profiter quelque part en train de boire un verre de thé chaud, qui sait. Mais une chose est sûre, on prendra plaisir à la retrouver sur ce plateau. Écoutez les amis, la question que nous avons donc aujourd'hui à l'ensemble de nos amis, comme des téléspectateurs. Vous le voyez là apparaître, ce numéro, le 98 070. Si vous voulez participer à cette émission, il faut le faire maintenant, parce que c'est une vraie interrogation que l'on a. On se pose la question de savoir comment deux personnalités qui auraient pu se supporter l'une l'autre dans une position qui était connue, hein, Sonko étant le chef, l'autre étant le secrétaire général, mais aujourd'hui, c'est Bassirou qui est devenu le chef. Est-ce que ça, c'est de nature à créer des problèmes dans la gestion quotidienne du pouvoir? Bon, d'un point de vue gestion du pouvoir, on peut dire, généralement, ça peut créer des problèmes. Mais dans le cas Sonko et Diomaye, je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de mieux diriger et de bien diriger en laissant Bassirou faire ses choix en tant que président. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'élection présidentielle au Sénégal, on se rend compte que les deux, Sonko et Diomaye, ils savent clairement que le peuple sénégalais n'a pas voté forcément pour le PASTEF. Le peuple sénégalais est allé voter pour sanctionner Macky Sall dans les urnes. Et ça a été un tremblement de terre, puisqu'on le voit clairement. Daouda, non, mais peu importe, une élection, c'est aussi une façon de sanctionner, c'est en même temps un vote. Enfin, ce sont les deux réalités. Oui, vous ne pouvez pas les séparer. Mais justement, partant de ce principe-là, justement, de vote-sanction que Macky Sall subit au Sénégal, eux, s'ils décident aujourd'hui de gérer d'une certaine manière qui va créer des dissensions au sein de leur gouvernance, forcément, le peuple sénégalais va se dire, franchement, on regrette l'ère Macky Sall. On aurait dû aller avec X, Y ou Z. Donc, dans la posture des deux aujourd'hui, ils n'ont d'autre choix que d'avoir, comment on appelle ça, une gestion vraiment intégrée. Bassirou dirige, même si on sait que M. Sonko, pendant des années, s'est battu avec son PASTEF, mais finalement, coup du sort, il n'a pas pu bénéficier de l'amnistie comme Bassirou. Non, mais de toutes les façons, vous dites une chose qui est claire, c'est que les Sénégalais en ont eu marre des dissensions politiques, et donc vous dites que c'est l'un des faisceaux. Ils ont voté peut-être, ils ont voté PASTEF pour essayer d'amener un peu de la stabilité. Ils ne pourraient pas supporter une dissension à la tête de l'État. Est-ce que cette lecture, Marius Komoué, vous convient? Comme vous aussi chez vous qui nous écoutez, si vous avez envie d'en dire un mot sur le 98 070, n'hésitez pas à nous appeler tout de suite. Est-ce qu'on veut entendre votre avis là? C'est un sujet qui me semble assez intéressant. Non, les amis l'ont dit, il faut partir d'un constat, un constat qui est totalement réel sur l'échiquier politique sénégalais. C'est que Ousmane Sonko et Bassirou sont partis tous deux ensemble. Ils ont traversé des noirs et des vertes, d'abord en tant que syndicalistes,
fonctionnaire syndicaliste, ensuite en tant qu'homme politique. Tous deux ont séjourné en prison jusqu'à ce que le leader charismatique du PASTEF, qui n'est autre que Ousmane Sonko, décide donc de confier les rênes de la candidature du PASTEF à son binôme, qui n'est autre que Bassirou Diomaye Faye. Il n'empêche que les deux partagent des points communs en termes donc de valeurs sociales. Les deux partagent également en termes de points communs bien, des valeurs politiques. Et donc sur ne serait-ce que ces deux valeurs, valeurs sociales, valeurs politiques, et puis les questions donc d'application de leur programme de société et de leur projet de gouvernance qu'ils ont tous deux conçus. Parce que n'oubliez pas que Diomaye Faye n'est autre que le secrétaire général du PASTEF, donc la cheville ouvrière du fonctionnement du PASTEF. Il est au cœur donc de l'élaboration du projet de société et du programme de gouvernement du PASTEF. Et donc c'est la mise en œuvre de ce programme de société qui prévoit évidemment des points, par exemple, des accords secrets entre les deux leaders qui ne nous le dit pas, parce qu'en vérité, les deux peuvent avoir, pour que Ousmane Sonko décide de confier donc la candidature du PASTEF à Diomaye Faye, il a fallu certainement que les deux se parlent. Ah, ça c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. Vous nous dites que les accords entre eux sont tels que ce sera probablement difficile de les voir en désaccord. Absolument. Et puis d'ailleurs, je rappelle que sur ces accords entre les deux hommes, c'est tellement des accords secrets ont été signés. Je rappelle que dans le programme du PASTEF, il n'est pas prévu un poste de vice-président pour le quinquennat actuel. Et Diomaye Faye l'a souligné au cours d'une de ses interviews. Il a dit que pour ce quinquennat, il a été élu sur la base des programmes et des projets de société présentés. Et s'il devrait avoir un poste de vice-présidence pour le Sénégal, ça sera donc pour, il a dit, la prochaine mandature. En 2029. Ce sera la prochaine mandature. Exactement. Alors, une fois qu'on a fait ce premier tour de table, les amis, Barry, vous avez écouté ça avec beaucoup d'attention. Vous dites que nos camarades sont un tout petit peu irréalistes, parce que parfois, il faut être réaliste dans la politique. Il peut y avoir des désaccords, même dans un même camp. Je ne dirais pas qu'ils sont irréalistes, mais j'entends leurs propos, même si je ne partage pas certains points. Moi, je me dis qu'on est dans l'opposition, c'est un fait. Mais arrivé au sommet de l'État, il y a une autre réalité. Le président de la République, il est soumis à un certain nombre de responsabilités. Et parmi lesquelles, il y a la cohabitation avec l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, quand on voit le Parlement sénégalais, c'est encore Beno Bokk Yakaar. Beno Bokk Yakaar, l'alliance. Président Macky Très bien, Sall. on vous arrête là-dessus. Hein. Là, en ce moment, vous nous donnez une information capitale qu'on a répétée ici. Beno Bokk Yakaar, c'est bien sûr la coalition de Macky Sall. Ils sont encore là, ils ont 83 voix. Donc ils sont populaires. Mais il y a un téléspectateur qui est avec nous, j'allais dire un auditeur. Yannick Zadi est avec nous. Bonsoir à M. Zadi. Bonsoir. Alors, M. Zadi, vous avez donc regardé un peu ce qui s'est passé au Sénégal. Déjà, quel est votre premier avis sur ce à quoi on a assisté au Sénégal? D'abord, je salue d'abord tous vos panélistes. Bonsoir. Mais ensuite, ce que je peux dire, c'est que d'abord, on a assisté, si on peut dire, à un vote sanction de la politique du président Macky Sall. D'accord. Mais ce n'est pas juste ça. En fait, force est de reconnaître que nous sommes dans une mouvance actuelle où l'état même des consciences africaines est en pleine mutation. Voilà. Nous ne sommes plus au niveau des jeunes gens qui étaient illettrés, des parents qui étaient peu sachants et qui croyaient aux dogmes occidentaux qu'on venait nous conter. Voilà. Je ne suis pas anti-occidental. Je ne suis pas encore, si je peux dire, panafricaniste, ultra-panafricaniste. D'accord. Je suis pour l'Afrique. Vous êtes pour l'Afrique. Voilà. Notre très cher téléspectateur qui nous appelle historiquement pour la première fois pour ouvrir cette nouvelle séquence. Mais dites-nous, une fois que vous avez présenté ce tableau-là, la question principale, c'est celle-là. Est-ce que vous y croyez en cette union, en ces deux têtes qui vont se retrouver à la présidence du Sénégal? Est-ce que vous pensez que ce sera Bassirou qui va gérer ou Sonko? Voilà, quel est votre avis?
Bah, en fait, nous devons d'abord savoir une chose. Le président élu, jusqu'à preuve du contraire de la République du Sénégal, c'est M. Bassirou Diomaye Faye. Mais il a gagné avec les voix de Ousmane Sonko, là, faut pas l'oublier. Oui, il gagne avec les voix de Sonko. Et nous sommes aussi censés savoir que, en fait, les Sénégalais ont voté Sonko à travers Bassirou Diomaye Faye. Ouais. Voilà. Donc, nous devons nous dire comme ça, bon, selon mon point de vue, je pense que l'association peut marcher, puisque nous ne sommes pas devins pour affirmer si elle marchera ou pas. Mais nous devons nous dire que cette association peut marcher uniquement si les deux hommes ont une même vision. Ah. Mais nous avons eu tendance à remarquer dans la politique africaine que lorsque le pouvoir est entre les mains d'un homme, les idées changent beaucoup. Voilà. Tout à fait. Ah. L'ivresse du pouvoir. L'ivresse du pouvoir, l'avidité du pouvoir. La réalité du Et, pouvoir. Voilà. Alors, je crois en l'Afrique, je crois en ce vent nouveau qui souffle sur l'Afrique. Et je crois que l'intégrité de ces deux hommes-là va pouvoir emmener ces deux hommes à faire passer d'abord l'intérêt suprême de la nation avant leurs intérêts personnels et l'égoïsme politique. Ah, ça, c'est une très belle conclusion. Vous pensez que ce sera toujours l'intérêt supérieur qui va triompher pour ces deux hommes, un peu comme ils l'ont fait pour la candidature, et que, évidemment, ce sera le Sénégal qui gagnera. En tout cas, M. Zadi, nous vous remercions en tout cas d'être fidèle à cette émission et de continuer de nous appeler. Désormais, vous allez être un participant, vous avez dit, au panel, et ça, ce sera vraiment un moment très précieux pour nous. N'hésitez pas à le faire. Donc, du lundi au vendredi, ici même, au 98 0070. Merci beaucoup. Et on attend d'autres avis sur notre téléphone. Vous voulez réagir à ce qu'il a dit? Il a dit une chose simple. Ils vont transcender leurs différends au profit justement de l'intérêt de la nation. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il faut que tout le monde réagisse face à ça pour dire que est-ce qu'il y a un intérêt plus grand que les hommes comme Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Moi, je pense que M. Zadi a tellement bien présenté le tableau. Quand on regarde d'abord, c'est une volonté d'un homme politique, qui est Sonko, de faire en sorte de décider, enfin de proposer à son parti qui adopte des plans B. Ça veut dire d'abord, il y a eu Bassirou, mais il y a bien d'autres. Ils étaient trois, après par la suite, quatre même, on pourrait le dire, qui étaient là au cas où ça ne marche pas avec Bassirou, au cas où ça ne marche pas ensuite, de sorte qu'on soit présent. Parce que c'est cette volonté-là d'abord qu'il faut saluer. Que le PASTEF soit présent, dise son mot lors de cette présidentielle qui va avoir lieu, même si Sonko ne peut pas aller. Et ça, c'est ça qui marque aussi la grandeur de l'homme politique Sonko. Donc, quand on regarde ça, lorsqu'aujourd'hui Bassirou est président, Sonko, il est en phase avec Sonko. Il suffit juste de garder la vision, les objectifs qui les ont amenés à porter ce projet-là, qui les amène aujourd'hui au pouvoir. Dès lors qu'on est d'accord sur ça, moi je pense que l'attelage va se faire tranquillement. Mais après tout, on sait que c'est Bassirou qui a été élu par les populations, qui est le président. L'attelage va se faire facilement. Vous pensez qu'il pourrait y avoir aucun point de désaccord? Non, il peut y avoir des... Moi, je pense qu'au-delà de ce que M. Zadi vient de nous dire, de partager avec nous, disons-nous clairement, le pouvoir corrompt presque tout le monde. Parce que quand on n'est pas encore au pouvoir, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on peut vouloir faire. Mais quand on est dans l'exercice du pouvoir, les choses peuvent changer. Et il a dit clairement, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Bassirou va vouloir faire. Est-ce qu'après, c'est des hommes, il peut y avoir des conflits de leadership. Quand on sait que Sonko, pendant des années, s'est battu, a fait de la prison, a souffert le bâti, même si c'était avec lui, mais il a créé son parti, au final, c'est Bassirou qui est président avant lui. L'homme peut interférer dans cette gestion-là. Et on espère bien que Bassirou ne va pas se laisser prendre à ce jeu-là et qu'ils vont pouvoir diriger ensemble pour le peuple sénégalais et pour la zone ouest africaine. Pourquoi voudrait-on qu'il y ait des problèmes entre les deux hommes qui se connaissent comme deux gouttes d'eau? On est un peu réaliste aussi. Mais oui, mais nous ne sommes plus à l'époque de l'Afrique du temps de Mathusalem. Aujourd'hui, c'est une nouvelle Afrique et l'auditeur tout à l'heure, le téléspectateur tout à l'heure l'a bien signifié. Tant que Bassirou Faye se concentrera
sur le projet de société, le programme de gouvernement qu'il a élaboré en accord avec son mentor, eh bien, il n'y aura pas de problème. On parle de changement des mentalités au Sénégal. Mais ça, vous donnez une condition. Vous dites tant que... Parce que si demain, il trouve que finalement, ce n'est pas si mal que ça le franc CFA, ben ça peut provoquer la bagarre. Mais quand nous écoutons un monsieur comme Sonko, qui a lui-même proposé Bassirou comme candidat pour le PASTEF, en disant tout simplement que lui, Sonko, c'est Bassirou, Bassirou, c'est lui, Sonko, il ne devrait pas en principe avoir de soucis parce qu'il dit même, il va plus loin en disant que Bassirou Faye est plus honnête que lui. C'est tout dit. Et donc, il y a une totale confiance entre les hommes. Maintenant, on a parlé tous ensemble sur ce plateau de l'ivresse du pouvoir, des réalités du pouvoir. Pourra-t-il mettre en œuvre le projet de société qui tend justement à redistribuer les cartes et à lutter contre la corruption au sein du système? Parce que c'est un système qu'ils ont combattu, qui les a amenés juste aujourd'hui à être à la tête du Sénégal. Il est question pour les Sénégalais de voir ces deux hommes-là s'entendre et mettre en œuvre tout simplement leur programme de gouvernement et leur projet de société. On n'oublie pas de préciser à nos téléspectateurs que vous pouvez intervenir à tout moment. Mais là, on va devoir fermer cette partie, ce débat. On en ouvrira un autre lors de la prochaine émission. Ou même, pourquoi pas, durant cette émission, parce qu'il y a d'autres sujets qui pourraient susciter votre intérêt. Une fois que vous avez le numéro, que vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à le faire. On termine avec vous, Barry, sur la question du Sénégal. Sonko pourrait prétendre à quel poste pour déjà penser que ça va éviter les conflits? C'est Premier ministre? C'est ministre d'État? Parce qu'il doit quand même avoir un poste, enfin il doit quand même... Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un poste important et très important? Bon, probablement, je me dis que dans la configuration actuelle, il sera Premier ministre, mais la réforme institutionnelle dont je parlais tout à l'heure, le grand frère a bien fait de rappeler qu'il s'est engagé à la faire pour le second mandat. Mais ça, c'est un engagement de campagne. Il y a la réalité politique qui peut s'imposer à lui. Le président Abdoulaye Wade avait fait une promesse de réforme constitutionnelle en 2000, mais il a 2 fois modifié la Constitution autour de son mandat. Pourtant, à l'époque, il était réputé homme d'engagement, homme de parole. Le président Macky Sall lui-même, sur la durée des mandats, avait fait une promesse, mais on a vu que pour le premier mandat, il a voulu ruser, mais c'est l'opinion publique qui l'a rappelé à son engagement. Et il y a un élément que les deux doivent prendre en compte. Le Sénégal, il y a une opinion publique qui est très forte. Et ça date depuis l'indépendance. Parce que depuis Senghor. Voilà, l'université de Dakar, déjà en 1957, c'est là-bas que la plupart des étudiants africains se retrouvaient. Et c'est là-bas que les premiers syndicats sont nés. Donc, avant même, il y a eu quand même l'école William Ponty, les élèves qui ont été formés, et tout ça. Donc, et puis aussi, ce que je voudrais dire à ce niveau-là, c'est par rapport au franc CFA et à la France. Ce n'est pas la première fois qu'au Sénégal, des partis politiques critiquent la France, ce n'est pas la première fois. Le professeur Cheikh Anta Diop, il n'y a pas plus panafricain que lui. Et lui, ce n'est pas le panafricanisme de certains. Il l'a écrit, il l'a produit. Il est sénégalais. Lamine Gueye est sénégalais. Il y en a plein d'autres qu'on peut citer. Donc les Ousmane Sonko, ils ont pris un combat, mais ils ne sont pas les initiateurs du combat. C'est une réalité qui est présente dans la mentalité politique sénégalaise. Je vous arrête pour vraiment donner la priorité donc, aux téléspectateurs qui veulent intervenir. Ils ont leur avis sur cette affaire. Bonsoir. Est-ce qu'ils nous entendent, nos très chers téléspectateurs? Oui, on vous entend. Vous nous entendez très bien. Bonsoir. Vous appelez comment? Vous appelez d'où? Je m'appelle Kosonou Kwaku, j'appelle de Bingerville. Vous appelez de Bingerville, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, dites-moi, mon cher ami Kosonou, comment vous analysez cet attelage Hadi Herman qui va prendre la tête du Sénégal? Est-ce que c'est un attelage qui vous rassure déjà par les conditions de sa constitution? Oui, je pense que ce duo-là, moi, me rassure, en ce sens que, vous voyez, aujourd'hui, mon prédécesseur venait de... On a perdu notre ami Kosonou. Oui, il est toujours là, je l'ai perdu. On l'a perdu, ben c'est pas bien grave, on va vous retrouver. C'est une expérience, effectivement, qui sera parfois émaillée de quelques petits soucis techniques. Vous savez, on n'est pas seul à décider. Il y a les dieux de la technique depuis donc le lien téléphonique jusqu'à nos studios. Mais on vous reprendra durant toute cette émission, comme c'est une expérience que nous ouvrons et on espère à continuer. Et vous terminez très rapidement et on va attaquer un autre cas qui est à peu près similaire, puisque vous avez parlé de réformes à venir.
Au Togo, la réforme a déjà commencé. Il faut qu'on en parle tout à l'heure. Préparez-vous à intervenir éventuellement sur le sujet togolais, pourquoi pas. Alors, pour terminer sur cette affaire des panafricanistes, de tous ceux qui avaient ces idées de transformation de l'Afrique et qui finalement se sont cassés les dents sur la réalité. Vous pensez que ça peut être le cas du PASTEF et de ces deux leaders? Non, mais il y a une réalité géopolitique qu'il faut prendre en compte. Est-ce que le discours de l'opposition arrivé à la présidence, ils vont tenir? Parce qu'il y a une réalité. Ils ont pris un engagement par rapport à Total. C'est là, à mon avis, c'est là que la première discorde peut intervenir. Est-ce que réellement, ils ont la possibilité d'annuler l'accord signé avec Total? Parce qu'on n'a pas tous les détails. Est-ce qu'ils vont vouloir aller au bout de leur engagement? Parce que le peuple sénégalais les a écoutés depuis 5 ans. Ils ont produit des discours. Donc, on attend les actes. Parce qu'il y a le verba, mais il y a le facta. C'est là-bas qu'on les attend. On les attend. Eux, ce sont les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, c'est bien sûr PASTEF. On a voulu donc très rapidement entendre vos avis là-dessus, Herman, Barry, et Marius et bien sûr Daouda. Mais l'Afrique continue de nous intéresser, de nous occuper. J'allais dire, sautons juste de quelques pas pour atterrir au Togo. Au Togo, qu'est-ce qui s'est passé? Une réforme constitutionnelle va désormais permettre aux députés d'élire le président. Eh bien, dans cette réforme, on parle même d'un président du Conseil des ministres qui sera lui aussi, on va dire, responsable de la gestion de l'État au quotidien. Est-ce que vous comprenez tout ça? C'est quel régime? Eh bien, oui, bien sûr, on est tout gentil, on va prendre quelqu'un qui est avec nous. Monsieur Doumbia Yacouba, vous me dites que vous voulez passer absolument, mais on vous prend. Bonsoir, monsieur Doumbia Yacouba. Oui, bonsoir à vous. Alors, monsieur Doumbia Yacouba, vous allez nous permettre de revenir un tout petit peu sur le cas sénégalais, parce que ça vous intéresse à un plus haut point. Alors, le PASTEF et bien sûr son attelage, là, vous y croyez ou pas, monsieur Doumbia Yacouba, depuis Agboville? J'y crois, mais en même temps, je voudrais indiquer que j'ai une autre crainte. La crainte est qu'au-delà de l'attelage auquel on peut faire vraiment confiance, il y a que le président aujourd'hui est soumis à une forte pression, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentes. Alors, selon ces attentes-là, si d'aventure il y a une petite déception, c'est-à-dire que ces attentes ne sont pas, disons, satisfaites au sein de la population, il peut y avoir des frictions entre ces deux amis. Parce que donc on peut se dire, si ça avait été moi directement, peut-être que ces accusations, ou du moins ces frictions n'arriveraient pas. Voilà. Donc ça peut créer un petit problème. Parce que moi, je crains fort bien que le président soit véritablement à la hauteur de ce dont la population attend. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a beaucoup d'attentes. Alors que n'oublions pas que le Sénégal atteint un certain niveau aujourd'hui qui nécessite que le président qui arrive puisse faire mieux. Parce que la population attend beaucoup. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les choses, il y a eu beaucoup d'avancées, mais en même temps, la population reste toujours sur sa faim. Très bien. Alors, oui. Oui, alors, si la population reste sur sa faim, comme vous dites simplement que c'est à ce niveau-là, et pour terminer avec vous, qu'on va juger les deux acteurs, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont atteindre les résultats qu'ils ont promis au peuple? Vous, c'est sur ce côté-là. D'accord. S'ils n'atteignent pas, en ce moment, le tandem ne peut pas aller au coup parce que son qu'on peut se dire, est-ce que si ça avait été moi, est-ce que ce problème, d'attente qu'on a tenu aurait été là? Très bien. En tout cas, on vous a compris, monsieur Doumbia, c'est-à-dire, comme certains l'ont dit, face à la réalité du pouvoir et parfois à ses échecs, cela peut entraîner une dissension entre les deux hommes. En tout cas, on reste attentif. On vous ouvrirait encore et toujours le téléphone. Mais n'oubliez pas, il faut réagir sur le sujet qui vient parce qu'il est très intéressant. C'est une modification de la Constitution qui a eu lieu au Togo. Je souhaiterais vraiment très rapidement vous entendre là-dessus parce qu'on va vers le JT d'Isabelle Vauvor. Mais sur ça, Herman Aboua, il y a des choses à dire. Vous avez une réaction. Quand vous avez appris la nouvelle de cette modification,
par le président Faure et son camp politique. C'est là qu'on doit parler de braquage. Je ne sais pas si c'est Ah ben l'autre qui parlait de cinéma, braquage à quoi? À Lomé ou à Dakar? À Lomé. Parce que voici un chef de l'État, un président, d'abord qui ne fait que remplir les mandats. Voilà. D'abord ça, c'est un frein à la démocratie. Mais mieux, il organise aujourd'hui son royaume, sa monarchie. On ne peut pas comprendre que... il ne puisse même pas convoquer pour une question essentielle. Si un pays veut changer de régime, la moindre des choses, c'est de prendre tous les électeurs sur une liste électorale. C'est-à-dire appeler la population. Et cela se fait par un référendum. On ne peut pas décider avec un Parlement qui est déjà acquis, puisqu'il vient de notre mandat qu'on effectue, proposer un projet pour se pérenniser. On pourrait le dire. Si d'aventure le Parlement togolais, qui est déjà coloré fort, avec un fort aussi fort, et on va continuer, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont choisir le président désigné qui est fort et fort et fort. Mais moi, je pense que ne serait-ce que ça, et quand je vois, et c'est là que je regarde et je vois qu'on n'est pas au Sénégal. Parce que le vrai problème des populations, des pays que nous avons, c'est qu'il n'y a pas une certaine citoyenneté. Les populations ne disent rien. Les populations ne disent rien. Très bien. Mais il faut en train de vous braquer ainsi et vous ne dites rien. Herman Aboua, les populations ne disent rien. C'est plutôt le cas. Est-ce que c'est le cas? Ne disent rien. Est-ce que c'est le cas de notre auditeur qu'on va entendre? Est-ce que lui, téléspectateur, pardon, est-ce que lui, il veut se taire? Il regarde la situation au Togo où il a envie de dire quelque chose d'un peu choc. On va l'entendre. Bonsoir. Vous nous entendez? Toujours réagir sur le cas du Sénégal. Mais pourquoi pas? Allez, on est tout gentils. On va y aller. Sur le cas du Sénégal, avouons qu'il y a beaucoup à dire. Il est là, il est avec nous. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, vous voulez revenir sur le cas sénégalais? Oui, oui. Ben, surtout à travers votre observation ou votre analyse. Est-ce que si vous avez votre poste récepteur, il faut vous en éloigner ou bien il faut couper le son de la télé? Parce qu'il peut y avoir des effets, Larsen. Voilà. Ne mettez pas le son de la télé, vous coupez, vous allez vous entendre à travers le téléphone directement. D'accord. Oui, je voulais... Oui, dites-nous, on vous écoute. Vous êtes monsieur? Oui, je suis D'accord, dites-nous. Voilà, je suis d'abord l'électeur. Monsieur Diomaye. On a du mal à vous entendre, monsieur. Il faut vraiment vous éloigner de la télévision. J'ai dit que je salue d'abord l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Dites-moi, vous saluez l'élection, mais d'accord, dites-nous directement, parce que vous savez, on n'a pas beaucoup de temps, mais dites-nous, est-ce que vous pensez de l'attelage, en fait, en tout cas de l'union de ces deux leaders à la tête du Sénégal? Oui, oui. Bon, je crains fortement que M. Bassirou ne trahisse pas Ousmane Sonko. Bon, on a du mal à vous entendre, FTR. On sait que vous avez envie tellement de faire entendre votre avis, mais écoutez, quand les choses techniquement vont bien se passer, on aura la possibilité de vous entendre. Mais pour les autres qui veulent réagir sur ce qui se passe au Togo, n'hésitez pas à le faire maintenant. Herman a dit on est face à ce qui aurait pu être un référendum, c'est-à-dire on aurait pu solliciter le peuple. Est-ce le référendum qui est en cause ou la justesse de la mesure? Parce que si on veut prendre une mesure pour distribuer de l'argent à tout le monde, je dis, par exemple, on peut ne pas solliciter le peuple. De toute façon, c'est une bonne action. Alors, qu'est-ce qui est en cause, selon vous? Est-ce la mesure ou la manière? Moi, je pense qu'ici, on a un problème de forme dans cette réforme qui a été introduite par Faure. Quand tu dis effectivement que l'hémicycle est très dominé par le parti de Faure, je suis d'accord. Mais le fait qu'il passe par cette mesure-là aussi, c'est le choix souverain du peuple togolais qui a été exercé, qui a été exprimé à travers l'hémicycle. Disons-le clairement, c'est juridique, c'est la loi. Parce que les députés sont censés représenter
les populations. C'est ça aussi la question. Sur ça. Mais quand même. Mais il faut être court, hein, parce que sinon, à un moment, vous savez, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Daouda, oui. la gouvernance de fort, partez poser la question aux Togolais, aux populations togolaises, est-ce qu'elles sont satisfaites? Lui-même, son propre demi-frère, il est en prison. Il est sorti de prison, je veux dire qu'il a même déjà en prison. Et vous imaginez dans cet environnement-là, est-ce que la démocratie est de mise et vous allez venir donner un cachet spécial ou bien légitime ou légal à un Parlement qui est issu de cette gouvernance? Il répond à votre question. En fait, Herman, on dit la même chose. C'est juste qu'aujourd'hui, dans le fond, ça peut être juste. Je te suis. J'estime que dans la forme, Fort le fait un peu mal quand on sait que l'hémicycle est dominé par son parti. Pour ce cas précis, j'aurais souhaité que le peuple du Togo puisse aller voter. Mais il ne faut pas aussi expliquer les choses aux gens comme si la méthode qui a été utilisée n'est pas totalement juste. Elle est aussi juste en fait. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Voilà, et c'est ce qu'on dit face à cela. Voilà pourquoi l'Afrique n'est pas à l'abri des troisièmes larrons. C'est-à-dire que lorsque vous attaquez les putschistes, nous expliquer cette affaire. Vous attaquez les putschistes et autres. Oui. Lorsqu'on attaque les putschistes, on estime qu'ils ne font rien de bien. Mais ça, là, on appelle ça quoi? Un président qui est élu, qui fait une sorte de putsch. Mais pour lui, ça doit passer à la vaseline. Et aujourd'hui, on voit que l'opinion, c'est-à-dire que ceux qui sont les chantres, les défenseurs d'une certaine démocratie sans les putschistes, aujourd'hui, là, sont muets. Herman, je vais juste chuter par ça. Ce que tu dois comprendre, il faut essayer de sortir quand vous défendez les putschistes et autres, quel que soit ce qui se passe dans un pays, rien ne doit justifier la prise du pouvoir par les armes. Mais moi, je vais répondre... S'il te plaît, laisse-moi, s'il te plaît. Allez-y. Pour ce qui concerne le Togo, il faut que tu entendes le fait que les députés aient voté cela, c'est juste, c'est de droit. Je vous arrête là, les amis. Vous allez rajouter, vous n'en faites pas. Vous allez rajouter, parce qu'il a reposé son même problème, les députés sont légitimes, etc. Deux camarades vous ont écouté. On veut entendre aussi votre avis là-dessus. Le peuple directement sollicité ou à travers ses membres que sont les députés. Comment vous vous positionnez, Barry? Non, moi je dis que la question qu'il faut se poser, est-ce que l'initiative qui a été prise est légale? Parce qu'on parle de démocratie, on parle de texte, on parle de tout. Elle est légale, selon la constitution togolaise. Maintenant, on va faire une question, on va amener la question du timing et du contexte. Parce que moi, c'est ce qui me pose problème. L'opposition togolaise a boycotté les dernières législatives. Ça, c'est un premier problème qu'il y a. Le deuxième problème, c'est qu'on est à 3 semaines des élections législatives. Ce qui veut dire que si l'opposition participe, on n'a pas la même nomenclature au Parlement. Donc, le président Faure et son équipe ont fait un coup qu'on peut critiquer sur le plan de la morale, sur le plan de l'éthique politique, mais pas sur le plan juridique parce que la Constitution leur permet. Maintenant, la démocratie en elle-même, la souveraineté du peuple, pour moi, s'exerce plus par le référendum. Donc, pourquoi ne pas avoir choisi le référendum comme voie pour pouvoir faire passer? Parce que c'est un changement de régime. C'est une question pas une modification constitutionnelle. Barry Abdourahmane, c'est une question que vous posez, elle est essentielle. On va justement se tourner vers notre chantre de la société civile, la parole du peuple. Est-ce que là, en l'occurrence, pour un tel changement de régime, on aurait dû faire appel au peuple ou à ses représentants? La question est essentielle, elle est posée, même si, comme on l'a dit, rien n'a été fait hors de la légalité. En ce qui concerne ce que nous voyons aujourd'hui dans ce pays frère et ami à la Côte d'Ivoire, le Togo, en tant que société civile, je ne peux dire qu'une seule et unique chose. C'est un coup d'État. C'est une violation de la Constitution. Attendez, vous avez utilisé un mot très fort. C'est un coup d'État constitutionnel. Attendez-moi, vous n'en faites pas, pardon. Vous me faites perdre mon latin. Vous avez utilisé un mot très fort, c'est un coup d'État. Est-ce que c'est le cas de M. Trabi qui nous appelle depuis Bassam? Qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe au Togo? Parce que depuis lundi soir, il y a eu ce vote et il faut réagir dessus. Bonsoir, M. Trabi. Il est avec nous, M. Trabi? Depuis la cité balnéaire de Bassam. Il est parti, mais il reviendra très vite, notre très cher ami. C'est vous, permettez qu'on écoute. Vous êtes un champ de la démocratie. Permettez que les autres agissent ou réagissent. Vous étiez en train de nous dire, vous avez utilisé des mots forts. Oui, absolument. C'est un débat qu'on a depuis. On a utilisé les voix
coffre la Constitution et vous parlez de coup d'État. Est-ce que ça va ensemble? Il y a un problème. En Côte d'Ivoire, pour le changement de la Constitution ces dernières années, plus précisément en 2016, très bien, nous avons utilisé la voie référendaire qui donne l'opportunité au peuple de s'exprimer sur la façon qu'elle envisage voir les affaires de l'État être gérées. Et à la matière, les choses se sont passées sans problème. Tout près de nous ici. Est-ce que vous savez qu'après on a modifié la Constitution par une autre voie que référendaire? Donc oui, mais là encore, nous n'étions pas dans un cas de changement de régime. Dans le cas d'espèce, il est question de changement de régime et qui engage la vie de la nation. Savez-vous également que dans le cas d'espèce, entre l'exécutif et le Parlement, il peut y avoir des divergences de point de vue. Si l'exécutif pose des actions que le Parlement se refuse de cautionner, mais nous connaîtrons un blocage. Et donc le pays n'avancera pas. Parce que des grandes décisions de la nation auront besoin de la caution du Parlement. Or, dans un cas pareil, dans un régime parlementaire, le régime parlementaire, dit-on, a des avantages énormes. Ça, il faut le Mais est-ce que là, on est dans un régime parlementaire, vu que, j'allais dire, on parle d'un président et on ne nous dit pas que le Premier ministre, le poste de Premier ministre est annulé, on nous parle d'un président du Conseil des ministres. Est-ce que finalement, vous arrivez à comprendre de quel régime il s'agit et ça, il faut réagir là-dessus rapidement. Dès lors qu'on dit qu'on confie naturellement à l'Assemblée nationale, aux députés, de choisir le président de la République, nous sommes dans un régime parlementaire. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Et on exclut justement le droit au peuple de décider de qui est en charge de présider à sa décision. Très bien. Est-ce que vous comprenez la nature du régime? C'est un régime parlementaire selon vous? C'est un régime parlementaire, oui. Ou pour vous? Régime parlementaire selon vous? Vous aussi, vous prenez le parti? C'est un régime parlementaire. Oui. Mais un régime parlementaire... Nos amis ont bien fait... Il faut être court, laissez nos amis, il faut être très court. La manipulation de la justice, la manipulation des lois pour se forger un caractère légitime pendant que c'est une entorse à la démocratie, ça peut se faire et c'est ce qu'on voit là. C'est pourquoi j'ai dit braquage à Lomé. Très bien. Braquage à Lomé, vous dites pour terminer? Il parle de braquage à Lomé, mais moi pour terminer, c'est vrai que de façon éthique et morale, ça peut choquer. Mais de façon juridique, ça peut s'entendre. Mais dès lors que c'est... Je ne fais pas un débat avec toi, excuse-moi. Je dis juste pour moi. Je n'étais même pas en train de faire un débat avec toi. Si, donc vous laissez tomber. Marquons juste la pause et on revient pour la deuxième partie. Désormais, on va dire même presque tous les soirs, ce sera donc des panélistes ici sur le plateau et des panélistes au téléphone vraiment qui vont intervenir pour essayer de voir dans quelle mesure apporter leurs idées, leur avis sur... comment va notre monde, comment va notre Afrique, comment va notre Côte d'Ivoire? C'est cela que nous vous promettons ici même tous les soirs du lundi au vendredi de 19h à 20h30. Et nous sommes toujours très heureux de savoir que vous nous rejoignez pour la Grande Palabre, donc ce grand talk qui vous accueille. Après donc, cette première partie où nous avons parlé du Sénégal, on reviendra sur le sujet Sénégal puisque c'est dans la suite quand même de ce débat et le sujet aussi togolais, à travers le regard donc, de notre invité qui est ici même avec nous, Geoffroy Kouao, pour parler avec nous de cette démocratie. Parce qu'il a dit quelque chose chez un de nos confrères qui tendait à rejeter toute forme, on va dire, de satisfecit d'une démocratie en cours au Sénégal ou ailleurs. Mais en tous les cas, on en parlera avec lui tout à l'heure. C'est un grand débat qu'on va ouvrir. Mais avant lui, un autre invité est avec nous. Oui, pourquoi pas la démocratie? Où sont les inventeurs en Afrique, dans les politiques publiques? Est-ce qu'on les associe là où on a envie de transformer nos sociétés? On ne les appelle pas, on ne les sollicite pas. Lui, il va un peu se poser la question avec nous et peut-être il a des réponses. Hein. C'est bien sûr notre autre invité, Coulibaly Pierre Djibril. On commence avec vous et bien évidemment, on va terminer avec Geoffroy Kouao. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous êtes avec nous parce que vous dites, nous sommes ceux-là même qui devons, on va dire, construire les champions de l'invention pour le pays. En effet, oui. Nous espérons que nous allons apporter des réponses là où quelquefois il n'y en avait pas. Parce que l'invention a vocation à donner des réponses là où on avait des limites, à faire déplacer les limites, à aller plus loin que les connaissances que nous avions actuellement.
Mais vous dites ça comme ça, on voit un peu ce que vous voulez nous dire quand vous dites ça, c'est l'invention. Voilà. Mais c'est pas l'inventeur aujourd'hui en Afrique. Alors, un inventeur, c'est quelqu'un qui a poussé sa réflexion et son travail jusqu'à se faire délivrer un brevet donc, qui atteste de l'invention. Et le brevet est délivré par des organisations qui sont bien connues et qui sont des organisations continentales souvent. Et les propositions qui sont faites doivent faire l'objet de valorisation. En fait, il faut pas, après avoir mis en place une invention, il y a une étape nécessaire qui est l'étape de la valorisation. La valorisation. Voilà, il faut donner une valeur marchande, une valeur sociale, une valeur réelle à ce nouveau produit ou bien cette nouvelle technique ou bien ce nouveau modèle, etc. Dernière question, justement, avant que ne réagissent nos camarades qui sont sur le plateau. Oui. Vous êtes le promoteur donc, du Salon international des inventions d'Abidjan et vous nous dites cette année, invention des mines d'or à exploiter. Alors, ça y est, devant nous, ces mines d'or et on ne les exploite pas, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Il y a beaucoup d'inventions qu'on n'exploite pas? Des centaines d'inventions que nous avons ah oui? en Côte d'Ivoire. Comment ça se fait? Et c'est la problématique de la valorisation à laquelle nous voulons faire face. Nous commençons déjà à y penser. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place ce salon, parce que les inventeurs travaillent seuls, dans un premier temps. Après, ils sont reconnus. Mais après, il faut que la communauté et le milieu des affaires soient au courant qu'il y a un nouveau produit. Donc ça, le salon dont vous parlez va servir à ça. Mais voilà. Je vous soumets un exercice. Oui. Vous êtes à quelle édition? 6e édition. 6e édition. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on a inventé à la première édition ou à la deuxième ou à la troisième et qui ne fait l'objet d'aucune attention ni de notre part, nous les observateurs, ni de la part de l'État, ni de la part de tous les transformateurs de la société? À la première édition, par exemple, nous sommes dans un pays agricole et à longueur de journée, nous parlons de transformation de nos matières premières. Nous avons un inventeur qui a créé ce que nous avons appelé la broyeuse universelle. Ah, ça c'est intéressant. Il s'agit de quoi? C'est une broyeuse compacte qu'on peut déplacer au champ, de sorte que sur place, on peut traiter les produits qu'il faut traiter au lieu de les transporter au village ou bien en ville, etc. Donc ça fait gagner un temps énorme et c'est très, très économique. Voyez-vous, je vois quoi, qui est votre camarade d'à côté qui dit oui, mais dites-nous, là on parle de vouloir transformer par exemple le cacao. On dit qu'on ne le transforme pas assez sur place, on ne le fait pas assez, on n'a pas les usines, on n'a pas les moyens. Donc il y a un inventeur qui dit, bon écoutez, moi j'ai ma petite machine, je peux l'envoyer à Soubré, je peux déplacer ça après donc, dans les coins et transformer le cacao sur place par exemple. Absolument. Et ça existe. Oui, et pourquoi pas à Niansoué? À Niansoué chez moi. Absolument. Ouais, puisque nous sommes et ça existe. Et ça existe, c'est une machine qui est faite par un Ivoirien qui est reconnu inventeur et qui a eu des prix. Hein. Il a eu des prix jusqu'à Genève. Ah bon, oui, il n'est pas connu sur le territoire. Ma question, M. Koulibaly Djibril, est-ce que c'est pas parce que les inventeurs africains, notamment en Côte d'Ivoire, pêchent certainement par une certaine finition au niveau de leur travail? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, quelqu'un veut faire une voiture, il va nous faire de la voiture à peu près, du déjà vu. Est-ce que c'est parce qu'il freine, je veux dire, l'évolution des inventions en Afrique? Quelquefois, j'aime prendre l'exemple de la musique. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a consommé beaucoup étrangers. Mais aujourd'hui, on consomme essentiellement ivoirien et on a bien exporté. Mais on a commencé d'abord par imiter. Donc, les imitations, faire ce qui existe déjà, c'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon départ. La machine dont je parle, qui s'appelle machine Tedagris, cette machine-là, elle est seule. C'est un prototype que nous avons qui fonctionne, qui a été présenté à plusieurs salons, mais qui est toujours seul. Pourquoi? Ça ne peut pas être bénéfique pour... Non, pourquoi? Parce que vous dites que c'est toujours seul. Il y a un ministère de tutelle pour ce qui est de l'industrie
tout ça, donc le ministère du Commerce et de l'Industrie qui s'occupe de tout ça. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur et, entendez bien, de la recherche scientifique. Donc ça, alors, comment ça se fait? Où sont tous ces services de l'État? Il faut savoir que l'invention, c'est 3 étapes. La grande étape, c'est les études, trouver la connaissance, produire la connaissance et obtenir un brevet, par exemple. Et puis après, on valorise. La valorisation, c'est de transformer l'invention en produit consommable, bien connu. Et une fois que ce produit consommable est connu, il faut passer à l'industrialisation. Très bien. Donc l'étape de valorisation, c'est une étape qui jusque-là ne faisait pas encore véritablement l'objet de suivi par nos autorités. Ah, maintenant ça a changé, vous voulez nous dire? C'est en train de changer puisqu'il y a quelques temps, le président de la République il a annoncé la création d'un incubateur. Un incubateur national, c'est une très bonne idée. C'est quelque chose que nous avions appelé de tous nos voeux. Et donc, la Côte d'Ivoire est en train de progresser dans ce sens, d'où un salon vraiment pour montrer à la population ce qui existe. Abidjan Innova, c'est le nom de ce salon qui permettra justement de découvrir toutes ces inventions-là. Il faut aller du côté, donc, c'est le Palais de la Culture, du 28, voilà, c'est affiché, au 30 mars. Une question avant qu'on puisse passer à un sujet plus politique sans M. Koulibaly Pierre Djibril. Alors, M. Koulibaly a dit dans son propos qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense, si j'ai bien saisi, il y a une centaine d'inventions. Plusieurs, 350. 350. Quels sont les secteurs dans lesquels les inventions ivoiriennes s'illustrent le plus? Bon, à 35%, on est dans le domaine agricole. On est dans le domaine de la santé, dans le domaine de la production d'énergie, énergie électrique comme énergie voilà, carburant, etc. On est également dans les TIC. Moi-même, je suis de TIC. Nous avons près de 13 domaines qui sont vraiment bien fournis en matière d'invention en Côte d'Ivoire. Très bien. Et vous êtes là pour un observateur, un analyste politique hors pair, on le sait. Mais quand vous entendez ça, comment vous réagissez sur comme ça l'inexploration de ces gisements-là, comme il le dit, au niveau des inventions? Non, je pense certainement qu'il y a là un manque de volonté politique. Parce que, comme on le dit souvent, nous avons des chercheurs qui ne trouvent pas, mais là, ils trouvent. Et donc, maintenant, c'est une chaîne. L'inventeur, il a fait son travail, il revient maintenant aux politiques de vulgariser, parce que nous sommes à la phase de l'industrialisation, de la multiplication. Il a dit tout à l'heure, il parlait de la machine agricole. Il dit qu'il y a un seul prototype maintenant. Et il est évident que l'inventeur n'a pas les moyens de multiplier cela. Et c'est en cela que le politique est important. Le politique doit intervenir pour industrialiser. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de volonté politique à ce niveau. Plus de volonté politique, vous dites. En tous les cas, Koulibaly Pierre Djibril, promoteur du Salon international des inventions d'Abidjan Innova, ce sera donc du côté du Palais de la Culture, 28-30 mars. Vous restez avec nous. On va parler un peu avec votre voisin, notre autre invité, qui lui a fait une sortie qui nous a laissé un peu, j'allais dire, interrogateur. Il nous a dit, écoutez, tout le monde est bien content, la démocratie, tout ça au Sénégal. Je ne suis pas très satisfait, de toutes les façons, chacun a son mot à dire. Et on veut l'entendre là-dessus. Geoffroy Kwao, dites-nous exactement comment vous êtes arrivé à penser que ce n'était pas un instant qui devait réjouir tous les démocrates d'Afrique et au Sénégal. Vous savez, dans une classe extrêmement moyenne, lorsque vous avez 10 de moyenne et que vous êtes premier, on dit que vous êtes premier. Donc être premier parmi les derniers, ce n'est pas forcément reluisant. C'est parce que nous sommes dans une sous-région où nos États sont en conflit avec la démocratie, que le Sénégal apparaît comme une véritable démocratie. Sinon, quand vous regardez bien, au Sénégal, ce qui caractérise cette démocratie, c'est que le destin de l'opposant, c'est la prison. Vous voyez l'histoire de Wade avec Abdoulaye Diouf. Vous voyez l'histoire de Sonko récemment, mais bien avant lui, Karim Wade, Khalifa Sall, etc. Et donc, vous vous souvenez, dans les années 93, le président du Conseil constitutionnel avait même été abattu en plein Dakar
hein, après les élections présidentielles. Donc, c'est-à-dire que, selon ce que vous nous dites, on ne le voit pas comme ça, mais la démocratie sénégalaise est aussi violente que les autres démocraties. Évidemment, elle est extrêmement violente, seulement que le Sénégal a deux grands atouts. Le Sénégal a un peuple, c'est-à-dire une population qui a une conscience politique, et le Sénégal a des intellectuels, c'est-à-dire des gens, des véritables producteurs d'idées et qui s'érigent en contre-pouvoir. Et donc, ces deux éléments mis ensemble permettent de corriger les dérives des politiques. Sinon, quand vous regardez tout récemment, le comportement de Macky Sall, ce ne sont pas les comportements d'un démocrate. Vous voyez, seulement il a eu face à lui des contre-pouvoirs assez forts. Il a eu des contre-pouvoirs assez forts, et ça, c'est ce qui a réjoui Herman. Il a dit, bon, finalement, ça fonctionne la démocratie. Et évidemment, vous êtes en désaccord avec Geoffroy Kouaou. Mais moi, je pense que la définition de la démocratie, c'est l'opinion du peuple. C'est que la démocratie, la force du nombre. Et lorsque, à côté des agissements d'un politique ou bien d'un exécutif, que le peuple est là, là se trouve la démocratie. S'il n'y avait pas de démocratie, toutes ces bavures qu'on a vues avec tout ce que vous avez cité aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui avec un changement aussi radical au Sénégal. Donc pour moi, il y a une démocratie qui fait face aux appétits souvent malsains des responsables de l'exécutif. Et pour moi, donc, il y a une certaine démocratie au Sénégal. Oui, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison parce que quand on regarde l'histoire du Sénégal, il y a eu un certain nombre d'actes élégants de la part des hommes politiques. Et regardez, certes, en 62, le tandem Senghor et Mamadou Dia a failli péricliter. Et on a vu comment Senghor a, de façon élégante, réglé cette problématique. Et après, on a vu, le même Senghor, en 81, il a cédé le pouvoir à son premier ministre, Abdoulaye Wade. Et en 2000, Abdou Diouf. Abdou Diouf. Et en 2000, Abdou Diouf a reconnu sa défaite, ce qui a permis la première alternance. En 2012, on a vu, Abdoulaye Wade également a reconnu sa défaite face à Macky Sall. Et là, nous sommes à la troisième alternance. Oui. Amadou Ba vient de reconnaître tranquillement ça. Oui, évidemment, dit, évidemment. La troisième alternance. Et donc, vous avez totalement raison. Le Sénégal peut être vu comme un modèle démocratique, comme je l'ai dit, parce qu'autour du Sénégal, il y a un désert démocratique. Il y a un désert démocratique. Et là, vous réagissez. Est-ce que les propos de Geoffroy et ceux d'Herman vous laissent un peu pantois, ou vous dites non, il y a un positionnement justement à avoir de votre part? Non, le regard critique que le docteur Kouaou a apporté, si un certain nombre de faits sont légitimes, mais est-ce que ces seuls faits-là suffisent pour dire qu'il n'y a pas de démocratie au Sénégal? C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes depuis 1962, la cohabitation entre Dia et Senghor. Et la grande chance pour moi que le Sénégal a eue, c'est qu'on parle d'institutions. Mais ce sont les hommes qui font les institutions. La démocratie, ce sont les hommes. Si vous voyez que, par exemple, en 2000, moi j'ai eu la chance de lire les mémoires du général Cissé, qui était ministre de l'Intérieur, qui était je dirais un petit frère au président Diouf. Mais il fallait annoncer au président Diouf qu'il a perdu les élections. Mais si ce n'est pas un homme de valeur, qui est un ancien général, chef d'état-major, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'était d'essayer d'aider le président Diouf à frauder. Mais il a utilisé ses canaux d'influence avec l'aide des camps. Il raconte très bien dans le livre. C'est Cahier d'une alternance, je crois, le titre de l'œuvre. Et ça, vous voyez que pour bâtir une démocratie, il faut des hommes de valeur qui croient au projet démocratique. Tant que nous, les hommes, nous ne croirons pas à la démocratie, il n'y aura pas de démocratie si nous faisons les institutions. Quand vous avez entendu vos trois camarades, et bien sûr notre honorable invité, dire tout ça avec les arguments les uns les autres, comment vous réagissez sur quand même ce que Geoffroy a dit, qui est de dire il douche un peu notre joie de voir comme ça la démocratie sénégalaise triompher. Comment vous réagissez à ça? Oui, mais le Sénégal, c'est un pays de culture démocratique. Je rappelle que ce pays n'a jamais connu d'accession d'un leader politique par un coup d'État ou par un coup de force, quel qu'elle soit. C'est toujours par des élections. C'est vrai qu'il a rappelé certains éléments, certains faits, mais n'empêche que même sous Abdoulaye Wade, on a connu quelques velléités
d'Abdoulaye Wade de vouloir encore se maintenir au pouvoir. Mais toujours est-il qu'à la suite des élections, il a dû donc reconnaître sa défaite et céder le pouvoir à Macky Sall, qui d'ailleurs, dans l'opposition, lançait des fatwas j'allais dire de protestation contre les attitudes d'Abdoulaye Wade. Une fois devenu au pouvoir, au moment où lui, il doit céder également le pouvoir, après ces 2 mandats, il donnait l'impression de ne pas aussi vouloir partir en créant les conditions de ce que nous avons assisté et qui a amené le jeune Bassirou à prendre les rênes du pays aujourd'hui. Donc, il faut reconnaître que l'armée sénégalaise a toujours été une armée démocratique, une armée républicaine qui a toujours maintenu sa position de pouvoir républicain et qui ne s'est jamais mis dans les actions politiques des hommes politiques. Si vous avez envie de rejoindre le panel, comme vous dites, j'aime bien ça, j'entends ça très souvent sur les réseaux sociaux, pour donner votre avis. L'autre qui dit, attention, c'est vrai, les élections, tout ça, mais il ne faut pas non plus trop se gargariser de ce qui se passe au Sénégal, parce qu'il a des bémols. Si vous avez envie de réagir, le numéro, il est le même, 98 070, pour pouvoir intervenir et donner votre avis. Faites-le maintenant, on va entendre ce que vous en pensez. On a dit une chose essentielle, c'est le rôle de l'armée. Alors, quand vous dites que la démocratie, il ne faut pas trop se réjouir, peut-être, mais quand même, quand on a vu comment l'armée et les autres forces ont freiné les 4 fers, là où on leur demandait de faire tout pour renverser Macky Sall, afin qu'on passe dans quelque chose de l'ordre, justement, de l'arrivée au pouvoir de façon anticonstitutionnelle. Donc ça veut dire qu'on a face à une société aussi qui arrive, à travers ces contradictions, à faire triompher la démocratie. Est-ce que ce n'est pas une lecture qu'on peut avoir? Oui, c'est une très bonne lecture d'ailleurs, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Komoé, c'est une armée extrêmement républicaine. Et comme je l'ai dit, le Sénégal a des institutions extrêmement fortes, entre autres l'institution médiatique. Vous savez que les médias au Sénégal, on a une 50aine de télévisions, une centaine de radios, une 50aine de journaux, et ce sont des médias assez critiques. Donc tout ça amène le personnel politique à corriger ces dérives antidémocratiques. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'au Sénégal, la population a une forte conscience politique. Mais ce que je souligne, c'est qu'au sein du personnel politique, il y a des leaders qui n'ont pas de comportement démocratique. Et comme il a si bien fait, révélé, en 2012, Wade voulait passer en force. En force, oui. Mais il a eu face à lui le peuple. On l'a vu tout récemment, Macky Sall voulait passer en force. Et donc, le premier acquis du Sénégal, sur le plan démocratique, c'est le peuple sénégalais qui a une haute conscience politique. Et je pense que le nouveau tandem qui arrive, c'est-à-dire Sonko et Bassirou, ne doit pas tomber dans les travers du pouvoir. Et c'est là où je vais vous poser la question, vous qui êtes un observateur, un analyste. Abdou Diouf, il a fallu donc entendre les mémoires du général Cissé pour comprendre que ça n'a pas été difficile de lui faire accepter sa défaite. Vous êtes témoin de ce qui s'est passé avec le président Wade. On vient de voir ce qui s'est passé avec Macky Sall. On est bon démocrate dans l'opposition finalement au Sénégal qu'au pouvoir? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça, ce syndrome-là ne guette pas nos 2 amis? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question maintenant que d'attendre 2029? Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faut mettre des bémols. Parce que, comme il a dit, pour construire une démocratie, il faut des démocrates. Le démocrate, c'est celui qui sait une chose. On accède au pouvoir par des élections et on ne meurt pas au pouvoir. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai souligné le précédent posé par Léopold Sédar Senghor, qui, après 21 ans de pouvoir, a dit « je suis fatigué, je me retire ». C'était vraiment de l'élégance politique. Oui. Et donc, il faut toujours rester vigilant. Aujourd'hui, tout le monde salue la victoire de Sonko et de Bassirou. Mais attention, soyons vigilants pour qu'eux aussi, ils ne fassent pas comme Macky Sall, comme Wade, qui avait, à leur arrivée, suscité beaucoup d'espoir. Docteur Geoffroy Kwawo, votre avis, vous savez, il est super pertinent, je l'aime beaucoup. Mais je vous avoue que je préfère les téléspectateurs. Vous n'allez pas être jaloux de ça. Ah non. Ben, écoutez, voilà, on va recevoir un de nos téléspectateurs qui est avec nous. Bonsoir, monsieur. Monsieur Coutouan. Alors, monsieur Coutouan, vous nous appelez donc de Songon. Comment vous analysez justement la démocratie sénégalaise? Est-ce que vous dites, oh, tout est beau, ou bien vous dites, allons-y quand même un peu calmement, il y a des réalités un peu disparates comme Geoffroy Kwawo? J'aimerais saluer tout le monde sur le plateau. D'accord, allons-y, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps, allez-y, on sait que vous nous saluez depuis chez vous, allez-y.
D'accord. Bon, j'aimerais dire que c'est que le Sénégal est en train de présenter à l'Afrique déjà quelque chose d'appréciable. Il faut saluer cela. Comme M. Kwao l'a si bien dit, c'est vrai que parmi la sous-région, le Sénégal fait belle figure. Et il faut saluer cela, c'est quelque chose d'encourageant. Je pense que nos États voisins doivent copier, surtout la Côte d'Ivoire, de sorte à ce qu'on puisse améliorer au fur et à mesure. Maintenant, je suis d'accord avec M. Kwao de ne pas trop dire la politique est bien et tout. C'est vrai, il faut rester sur ses dates. Il ne faut pas trop s'emballer parce qu'en Afrique, nos représentants ont tendance à nous faire croire qu'ils ont de belles idéaux et puis arrivé à un certain moment, on voit que leur appétit est grand face au pouvoir. Donc ça, vraiment, c'est un peu mon appréciation. C'est un peu votre avis. En tout cas, votre avis est très précieux, très cher téléspectateur. Vous dites, on entend Couthon, Herman et les autres, on entend Couthon, il dit, écoutez, il faut être toujours mesuré avec les politiciens africains. Est-ce que cette crainte-là, foncièrement, on doit l'avoir vis-à-vis de Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qui ont démontré quand même, là où d'autres auraient choisi la politique de la chaise vide, ils ont décidé d'y aller. Est-ce qu'on peut avoir cette... Permettons à notre invité d'abord, parce que c'est lui sa parole qui va nous manquer demain. Est-ce que, justement, on peut avoir cette crainte-là vis-à-vis d'eux? Non, dans tous les cas, ils ont été élégants. Il faut être ils ont été élégants. Et surtout au niveau du PASTEF, il n'y a pas le culte de la personnalité. Ce qui tue la démocratie en Afrique, c'est le culte de la personnalité. Les Sénégalais ne sont pas à la recherche de messie ou d'apôtres pour la politique. Ils sont à la recherche de démocrates. Et quand vous voyez le fonctionnement du PASTEF, c'est tout le monde qui cotise. Et là-bas, il n'y a pas un chef charismatique. C'est pour cela que la passe faite à Bassirou par Sonko a été extrêmement facile. Vous voyez, maintenant, faisons attention. Comme je l'ai dit, Wade a suscité de l'espoir. On a vu après. Macky Sall également. Et surtout aussi, n'oubliez pas qu'on va voir le tandem Sonko-Bassirou. C'est Sonko, en fait, qui a été élu par les Sénégalais à travers Bassirou. On est d'accord. Mais Bassirou va prendre évidemment de l'ampleur, des choses, des épaulettes à l'insu du pouvoir. Est-ce que le tandem va fonctionner normalement? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème de personnes? Est-ce que le bicéphalisme ne va pas s'éclater en plein vol? Ce sont des choses... Vous avez utilisé un mot qu'on n'a pas voulu utiliser ici. Est-ce qu'il y aura un bicéphalisme? Mais en tout cas, un téléspectateur avec nous, ce sera le dernier avant d'entendre vos derniers avis. Bonsoir. Il est avec nous ou pas? D'accord, dans une minute, on va l'entendre, mais vous parlez de bicéphalisme. Ça, c'est une question qu'on se pose, elle est essentielle. Et vous avez dit une chose. Est-ce que finalement, dans nos pays, le système présidentiel n'est pas celui-là même qui est problématique, puisqu'il finit par donner trop de pouvoir et à faire monter dans la tête de nos présidents quelque chose qu'il a beaucoup dit ce soir, une forme d'ivresse qui fait que finalement, on perd tout. Est-ce que cette ivresse... Cette fameuse ivresse ne va pas gagner des autres. Mais entendons d'abord M. Yao Kwame de Bassam. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Ah ben, nous sommes heureux. Ça va, nous sommes heureux. Vous voyez, on est bien ici. Hein. C'est vrai que, malheureusement, il faut l'avouer, on parle qu'entre garçons. Ce n'est pas représentatif de la société ivoirienne. Il ne faut pas se tromper. Hein. Il y a Akissi qui est en face, elle est derrière, elle fait beaucoup de belles choses aussi. Donc, il y a les femmes qui sont avec nous. Alors, dites-nous, M. Yao, qu'est-ce que vous pensez de cette démocratie sénégalaise où vous aussi, vous êtes un peu réservé? Alors, je suis un peu réservé et je partage l'avis du docteur. C'est vrai, quand vous êtes dans une classe, il y a 50 élèves et que 49 ont 2 de moyenne et que le premier a 10 de moyenne, vous passez par vraiment le héros. Donc, je pense qu'on doit avoir de la retenue, observer et attendre aux prochaines échéances, histoire de voir comment est-ce que ce nouveau président va réagir. Parce que tous, quand ils viennent, c'est toujours pareil. Mais on a la chance que le Sénégal a des institutions fortes, comme le docteur l'a dit, et franchement, c'est très bien. On espère que ça va réjaillir ici, tous ces pays africains qui sont ici, et que, franchement, ils vont prendre de la graine. Maintenant, si possible, j'aimerais dire aussi quelques mots sur celui du Togo, si c'est possible. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Sur celui du Togo, franchement, c'est un coup d'État élégant.
Mais pourquoi vous en plaignez? Parce que, vous savez, moi, c'est un débat que j'ai, même avec Geoffroy, je suis en désaccord avec le thème, l'expression coup d'État. Parce que je pense qu'un coup d'État, c'est une force militaire, etc. Là, on est dans un pouvoir civil. On n'est pas d'accord avec la loi, parce que vous savez, la loi, tout le monde n'est pas totalement d'accord avec tout. Mais est-ce qu'on doit parler de coup d'État? Parce que sans quoi, ça ouvre la porte à tous les abus. Oui, bon. Voilà pourquoi je dis un coup d'État illégal, parce que ça va de pair avec la loi. C'est juste comme le disait Daouda précédemment. La plupart des temps, les coups d'État se font avec des armes, des militaires. Mais là, c'est fait de façon élégante. Normalement, de façon légale, il n'y a pas de bémol. De façon légale, il n'y a pas de bémol. Tout est juste. Oui. Mais de façon morale et de façon éthique. C'est ça? Ça n'a aucun sens. Bah, je vois qu'Herman est d'accord avec vous. Voilà pourquoi est-ce que je dis que c'est un coup d'État élégant. D'accord, mais en tout cas, on a compris votre avis. Vous savez, nous sommes pris par le temps, mais sachez, notre très cher téléspectateur, M. Yao, qui nous a appelé depuis Bassam, que cet espace vous est ouvert et que vous pourriez donc intervenir tous les soirs afin de donner votre avis, parce que c'est ça aussi qui construit, on va dire, le vivre ensemble. Vraiment, j'aimerais tellement avoir vos différents avis sur le sujet, mais il faut qu'on termine avec notre invité qui est venu avec nous, mais qui doit nous dire sur cette affaire d'ivresse du pouvoir. Et bien sûr, je vous ai posé la question tout à l'heure, à quoi peut-on s'attendre de cette sorte de bicéphalisme à la tête d'un pays comme le Sénégal, là où quand même la Constitution donne la force au président? Comme je l'ai dit, en 62, ça n'a pas marché entre Senghor et Mamadou Dia. Et à côté même, en Gambie, en 2016, entre Ousseynou Barbo et Adama Barrow, Ousseynou Barbo était en prison et il a demandé à son second, Adama Barrow, d'être candidat face à Yaya Jammeh. Il a été élu. Yaya Jammeh l'a nommé vice-président et après, le tandem a explosé en plein vol. Et parce que là, Sanko a une forte personnalité par opposition à Bassirou, mais à un moment donné, il va se rappeler que c'est lui le président, c'est lui qui doit décider. Donc, on va suivre de près ce tandem et la réussite ou l'échec de ce quinquennat va dépendre des rapports entre Sanko et Bassirou. Vous dites une chose intéressante, mais c'est vrai, j'aimerais tellement vous donner la parole, mais c'est plutôt vraiment parce que notre invité qui est juste à côté, il n'a pas parlé. Pour terminer vraiment avec lui, on confirme bien que le salon du International des inventions d'Abidjan, c'est bien ce week-end. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre? Tout le monde peut venir visiter, voir les inventeurs, etc., etc. Comment ça se passe? Jeudi, vendredi, samedi, c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas payant, la visite est gratuite et ce n'est pas réservé pour des spécialistes. Oui. C'est pour vraiment la population ivoirienne. Merci, vous êtes gentil, vraiment. Tout le monde doit aller soutenir les inventeurs ivoiriens. Même des idées folles, on ne sait pas ce que ça peut produire. Il faut y penser, il faut aller regarder comment ça se passe. Surtout regarder les inventions. Oui, bien sûr, les inventions, comme vous dites. Merci Herman Aboua, Marius Komoé, merci Barry, merci Daouda. Merci à vous, Monsieur Koulibaly Djibril, d'être venu. Et puis tout Geoffroy Kwao, c'est vraiment un plaisir intellectuel avec vous d'échanger et de permettre à nos téléspectateurs d'en prendre de la graine et de construire ensemble justement la démocratie à l'ivoirienne. Merci à vous tous. On retrouvera Christelle demain. J'espère que son café a bien refroidi parce qu'elle nous a laissé en plan. On va dire les choses comme ça. Merci à vous tous. À demain.